Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors je reviens vers vous par rapport à cet exercice-là que je vous ai proposé il y a quelques jours, un espèce de un petit jeu sur lequel je vous présente un mécanisme réactionnel pour une transformation chimique, la réduction d'un carbonyle en alcool. Donc là, peu importe la réaction, on s'en fiche. En tout cas, l'objectif c'était de déterminer, d'essayer de trouver les erreurs qui s'étaient glissées dans ce schéma-là, avec parmi toutes les informations qui sont présentes, et éventuellement, bien sûr, de trouver la bonne réponse si tu as identifié que c'était faux parmi toutes ces propositions-là, dans lesquelles il s'est glissé évidemment des propositions qui sont justes. Alors si tu n'as pas eu le temps de voir la première vidéo qui te présentait cet exercice-là, bah, je te laisse faire pause maintenant, et puis prendre le temps qui te semblera nécessaire, et puis juste après je te fais une proposition avec les différentes réponses. Alors, on va commencer, je vais faire une lecture simplement toute bête de gauche à droite et puis on va regarder un petit peu les éléments qui sont justes et éventuellement les éléments qui sont faux. Et je vais te donner des éléments de réponse très rapides. Pour aller voir dans le détail, bah, je te propose d'aller voir les vidéos précédentes dans lesquelles les réponses sont détaillées, hein. C'est toutes des choses qu'on a déjà vues ensemble de toute façon. Alors, si on commence par la gauche ici, la première erreur qu'on va identifier, c'est ce carbone ici qui se trouve avoir 5 liaisons. Et ça, normalement, tu sais, c'est quelque chose qu'on apprend dès le début. Le carbone, il est tétravalent, c'est-à-dire qu'il peut faire uniquement 4 liaisons au maximum et jamais 5 liaisons. Donc, le carbone, 1, 2, 3, 4 liaisons uniquement. Donc ça, c'est une erreur, c'est une des erreurs les plus rencontrées sur les copies, c'est-à-dire que vous mettez le nombre de liaisons qui vous arrange autour du carbone sans vraiment faire attention à sa valence. Ok, donc 4 liaisons maximum pour le carbone, il peut en faire 3, mais absolument pas en faire 5. Donc ça, c'est la première erreur. Ensuite, on continue à se déplacer un petit peu vers la droite. Ici, on a SP, donc ça correspond aux hybridations des liaisons. On les a vues ensemble, les hybridations, il y en a 3. Il y a l'hybridation SP, SP2, SP3, qui vont correspondre respectivement aux triples liaisons, aux doubles liaisons et aux liaisons simples. Or ici, on voit que ce carbone qui est là, il a une liaison double avec l'oxygène voisin. C'est donc un carbone qui est hybridé SP2 et non pas SP3. SP2, ça correspond à la double liaison carbone-oxygène dans ce cas-là. Et l'oxygène voisin est également, lui, hybridé sp2. Cette hybridation-là, elle fonctionne à la fois pour le carbone, pour l'azote et puis l'oxygène. Donc c'est un carbone ici hybridé sp2. Si on regarde juste au-dessus ici, aldéhyde, donc ça fait partie des fonctions carbonyles. Les fonctions carbonyles, on les a vues rapidement en nomenclature. Des fonctions carbonyles, il en existe deux. Il existe l'aldéhyde et il existe les cétones. La différence entre les deux, c'est simplement que l'aldéhyde, sur lui, il possède au moins un hydrogène. Or, dans notre cas, nous, le carbone du carbonyle, ici, il est lié ici à un carbone et il est lié ici également à un carbone. Donc là, on n'a pas affaire à un aldéhyde, on a affaire à une fonction cétone. Donc ça, c'est la deuxième erreur. Donc c'est toujours un carbonyle, mais on a affaire à une fonction cétone. Et là, la flèche présentait bien ici en bout de chaîne. Donc ça, c'est la représentation, si tu te souviens, de topologique. Dans la représentation topologique, on va omettre de dessiner tous les carbones et tous les hydrogènes. Donc lorsqu'on a ici en fin de liaison, en fin de trait, il faut voir qu'on a affaire ici à un carbone porteur de 3 hydrogènes, c'est-à-dire à un CH3. Donc cette justification-là, elle est juste ici. J'ai bien ici un CH3. Donc ça, aucun problème. Ensuite, si on regarde toujours notre fonction carbonyle, on a ici dessiné quelque chose de particulier, c'est ce qu'on appelle les charges partielles. Les charges partielles, elles sont associées simplement à un déplacement d'électrons au sein des liaisons. Et ça va signifier un excès d'électrons plutôt sur un côté ou l'autre de la liaison. Ici, en l'occurrence, si je note delta+, ça signifie que l'oxygène qui est là, il a donné ses électrons au carbone qui est en dessous. Or, ça, tu sais que c'est faux. Pourquoi? Parce que l'oxygène, on sait qu'il est plus électroattracteur que le carbone. Donc l'oxygène, ici, il va tirer tous les électrons à lui, notamment ceux du carbone, ce qui fait que lui, il n'est pas appauvri en électrons, mais il va être enrichi en électrons, d'accord? Donc la réponse juste ici, c'est delta moins charge partielle sur l'oxygène. Le carbone qui est juste en dessous, lui, va être chargé delta plus, d'accord? Il est appauvri en électrons, parce que l'oxygène, il tire dessus à travers les deux liaisons qu'il fait avec le carbone. Donc ça, c'est également quelque chose qui est une erreur. Et il nous reste encore une information à voir ici, c'est cette information-là, carbonyle conjugué, c'est-à-dire la double liaison CO,
la conjugaison, on l'a vu quand on a abordé les formes mésomères. La conjugaison, ça veut dire que je vais avoir deux systèmes qui possèdent des électrons mobiles, par exemple des liaisons doubles. Ces deux liaisons doubles doivent être séparées par une seule liaison simple. Et là, on voit bien qu'on a une liaison double ici, carbone-oxygène, une liaison double ici, carbone-carbone, qui est reliée, séparée par une seule liaison simple. Donc là, on entre totalement dans le cadre de la mésomérie, c'est-à-dire de la conjugaison. Ces deux liaisons doubles vertes sont deux liaisons qui sont conjuguées l'une à l'autre. Donc ça, c'est une réponse qui est juste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les électrons de la liaison double, ici, carbone-carbone, vont pouvoir aller se balader sur la liaison double carbone-oxygène. Donc je te fais une petite représentation juste là. Je reprends mon cycle, ici, peu importe, on met R, et puis je prends mon carbonyle. Donc ces deux liaisons, on a dit qu'elles étaient conjuguées. Pourquoi? Parce que les deux électrons qui sont ici vont pouvoir, par mésomérie, se déplacer, former une liaison double ici, carbone-carbone, et l'oxygène récupère les électrons pour lui de l'autre côté, de manière à former une deuxième forme mésomère, que je dessine ici. Donc, hop, on a créé une liaison double ici grâce aux deux électrons de la liaison carbone-carbone qui sont venus se placer ici. L'oxygène, il a récupéré les deux électrons de la liaison carbone-oxygène, il devient donc chargé négativement, j'ai un doublet d'électrons supplémentaires. Il a fauché l'électron du carbone. Et dans les formes mésomères, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'on est toujours équilibré au niveau des charges. Si au départ j'étais neutre sur la molécule de départ, je dois être neutre sur la molécule d'arrivée. Donc là, j'ai une charge négative, je dois avoir une charge plus quelque part, la charge plus, elle est ici. Okay, sur ce carbone-là. Pourquoi? Parce que le carbone qui est ici, hein, il a perdu les électrons de la liaison double. Ces deux électrons qui sont là, ils sont passés dans cette liaison-là. Okay. Donc le carbone bleu, ici en haut du cycle, il a perdu un électron, il devient donc chargé positivement. Donc plus, moins, ça fait 0. On a bien quelque chose de neutre. Donc on est équilibré par rapport à la forme du dessus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des formes mésomères. Et ça, c'est dû au fait que les deux liaisons doubles présentes ici sont deux liaisons qui sont conjuguées l'une à l'autre. Ensuite, on continue à avancer. Ici, on a une réaction acide-base, donc ça, c'est juste. Pourquoi? Parce qu'on a un hydrogène qui entre en jeu. Et on va voir l'oxygène qui est là va capter un hydrogène pour donner la forme qui est présente ici. Donc on a bien affaire à une réaction acido-basique, aucun problème. La flèche qui est là, cette flèche-là, elle est fausse. Pourquoi? Parce que là, cette flèche-là, elle représente la mésomérie, c'est ce qu'on a vu juste là. Okay, donc c'est un équilibre entre deux formes particulières, c'est la même molécule, c'est simplement un déplacement d'électrons au sein de la molécule sur le squelette carbone. Donc cette flèche-là ne correspond pas du tout à de la mésomérie, puisqu'on a affaire à une réaction acido-basique. Donc la nomenclature, ce sera celle-ci. Généralement, les réactions acido-basiques sont des réactions équilibrées. Donc on a une double flèche, une vers la droite, une vers la gauche. D'accord? Je transforme les produits et les produits se retransforment de nouveau en réactifs de départ. Autre élément présent ici, c'est cette flèche ici. Donc là, on n'y voit plus grand-chose déjà, mais ça ne fait rien. Ici, j'ai un H+, c'est notre proton. On voit qu'il va aller se fixer sur l'oxygène. Jusque-là, il n'y a pas de problème. La réaction, elle est juste. Le problème, c'est le raisonnement qui est faux. Pourquoi? C'est cette flèche ici qui est fausse. Et ça, c'est comme le carbone à 5 pattes. C'est une des erreurs les plus rencontrées sur les copies. C'est juste, je mets la flèche pour dire, les deux éléments vont se rencontrer l'un avec l'autre. Le résultat, il est juste, il n'y a aucun problème, sauf que le raisonnement est faux. Pourquoi? L'hydrogène, ici, sous forme de proton, des électrons, il en a 0. On ne peut pas faire plus pauvre que le H+, il n'a aucun électron. Or, on a vu, quand on a fait un petit peu la nomenclature, et en tout cas le symbolisme en chimie organique, on a vu les différents types de flèches, comme on a vu la flèche double ici, on a vu la flèche de la mésomérie ici, les flèches courbes avec une pointe complète, c'est-à-dire celle-ci. Elles ont une représentation bien particulière. Elles représentent quoi? Elles représentent le fait que j'ai ici deux électrons qui vont se déplacer d'un site riche, c'est là où il y a les électrons, vers un site pauvre. Donc là, c'est les deux électrons qui se déplacent pour aller vers la pointe de la flèche. Donc ça, normalement, il faut que ce soit logique pour toi. Or ici, je propose qu'un hydrogène qui ne possède 0 électrons va en partager 2 avec un oxygène qui en a déjà trop. Donc cette flèche-là, évidemment, elle est fausse. Pourquoi elle est fausse? Parce qu'elle doit être dans l'autre sens. D'accord? C'est toujours
la flèche dirigée du riche vers le pauvre, c'est-à-dire là où il y a des électrons vers là où il n'y en a pas. Et l'oxygène, lui, des électrons, il y en a 4 là, 2 doublés non liants. Donc c'est lui qui utilise ces 2 électrons pour aller les donner au pauvre, à l'hydrogène, pour former la liaison oxygène-hydrogène. Okay, donc ça, il faut faire très attention à ça, c'est une erreur extrêmement fréquente. Et on a bien formé cette liaison hein, oxygène-hydrogène, jusque-là, il n'y a aucun problème. L'oxygène, il a perdu un de ces 2 doublés non liants pour partager avec l'oxygène. Hein, les 2 électrons, ils sont là, de son doublé. Donc il devient chargé positivement, il a perdu un électron pour le donner à H. Et le plus, il est lié évidemment au chlorure, c'est moins, c'est un anion indifférent, ici on s'en fiche. Il sert juste à compenser la charge positive sur l'oxygène. Okay, donc voilà pour la première partie de la réaction, les éléments justes et les éléments faux. Donc on continue. Hein. Électrophile au niveau de ce carbone-là. Électrophile, ça signifie qu'on a affaire à un élément qui est pauvre en électrons. Donc ici, évidemment, c'est juste. Pourquoi pauvre en électrons? Parce que l'oxygène, très électroattracteur, plus électronégatif que le carbone, il pompe les électrons, il tire les électrons du carbone. Et en plus de ça, j'ai un oxygène qui est chargé plus. Donc je lui ai déjà pris des électrons de l'autre côté. Donc pour compenser ce défaut-là, il va tirer encore plus fortement sur le carbone, ce qui fait que ce carbone-là devient électrophile, donc connote E+, c'est-à-dire un atome pauvre en électrons. Donc voilà, tout ce qu'il y avait à dire sur cette entité ici au milieu. Ensuite, on continue la réaction pour aller vers la droite, ici le produit final. On nous dit déjà ici simplement représentation de Newman, donc ça on l'a vu dans une des toutes premières vidéos, la représentation des molécules, on en a vu quelques-unes en 2 dimensions et en 3 dimensions. Et là, on voit Newman, évidemment, c'est faux. La représentation qui est utilisée ici, c'est la représentation de Cram. La représentation de Cram va permettre de regarder en 3 dimensions, notamment, en particulier, hein, souvent pour le carbone, hein, mais c'est valable aussi pour l'oxygène ou l'azote, et notamment au niveau de ce carbone ici au centre. La représentation de Cram, elle va me dire que j'ai une liaison qui est vers l'avant du plan, c'est le triangle qui est plein, avec la double liaison carbone-carbone vers l'avant, dirigée vers toi. Je vais avoir une liaison qui est dirigée à l'arrière, c'est le triangle hachuré. Donc ici, on a affaire à un CH3, hein, c'est la représentation topologique qu'on a vue au départ. Donc lui dirigé vers l'arrière du plan, et Cram, il dit que tu as également 2 liaisons. C'est simplement des traits qui sont dans le plan. Ces 2 liaisons-là sont dans le plan. Une à l'avant, une à l'arrière et 2 dans le plan. Donc ça, c'est bien la représentation de Cram qui présente relativement bien finalement la représentation à 3 dimensions. Okay, donc, représentation de Cram dans ce cas-là. Ici à l'avant du plan, on nous propose qu'on a affaire à un alcène, donc ça c'est juste, c'est la double liaison carbone-carbone, et chacun des 2 carbones qui sont là sont des carbones qui sont hybridés sp2, comme on l'a vu sur la molécule de départ avec le carbonyle. Donc ça, 2 carbones sp2, double liaison carbone-carbone. Qu'est-ce qu'on y dit de plus? On nous dit ici l'hydrogène, il a une charge partielle delta+, donc ça c'est juste. Pourquoi? Parce que l'hydrogène est beaucoup moins électronégatif que l'oxygène. Donc l'oxygène, évidemment, il attire les électrons vers lui. Ce qui fait que le H ici devient acide, pauvre en électrons. Il a donc bien une charge formelle delta+. Ça, c'est juste. On nous dit également 2 informations ici au niveau de l'oxygène. Donc là, ça correspond aux 2 effets électroniques qu'on connaît. Ce sont les effets inductifs avec I. Moins I, ça veut dire que l'oxygène, il est inductif, attracteur, il pompe les électrons, parce qu'il est plus électronégatif que ses voisins. Ça, c'est juste. C'est bien un inductif attracteur, plus électronégatif que le carbone et l'hydrogène auquel il est lié. Et on nous dit également qu'il est mésomère, attracteur également. Moins M, ça veut dire mésomère attracteur. Sauf que dans ce cas-là, pour être mésomère, il faut que l'oxygène soit séparé d'une liaison double, par exemple, par une seule liaison simple. Or ici, tu vois que l'oxygène, il est lié uniquement à des liaisons simples et il n'y a jamais de liaison double. En tout cas, à chaque fois, il y en a plus qu'une. Donc là, avec l'hydrogène, il n'y a rien à faire. Je vois que j'ai une liaison simple vers le carbone qu'on a identifié R. Et après, j'ai encore des liaisons simples. Donc, il n'y a pas de possibilité pour l'oxygène, dans cette configuration-là, d'avoir un effet mésomère qui soit attracteur ou donneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 4 électrons, ces 2 doublés non liants, il les garde sur lui. Impossible pour lui de les partager. Donc dans cette représentation-là, impossible pour lui d'avoir un caractère mésomère, donneur ou attracteur. Ok, donc ça c'est faux. On nous dit qu'on a affaire à un alcool primaire ici. Donc là, ça c'est quelque chose qui est juste. Pourquoi? Parce que l'alcool primaire, ça veut dire que j'ai une fonction hydroxyle OH qui est reliée
à un carbone lui-même relié à 3 groupements différents de H. Donc là, c'est bien notre cas à nous. On a ici un carbone, on a ici un carbone, on a ici un carbone. Donc on a bien affaire à un alcool. C'est faux, pardon, je m'excuse, hein, je raconte un petit peu n'importe quoi. Donc c'est une réponse qui est fausse, pardon. On a à le faire dans ce cas-là un alcool tertiaire. Okay, 3 substituants différents de H sur le carbone, c'est un alcool tertiaire et non pas un alcool primaire. Un alcool primaire, ça vous donnera le OH relié à un carbone, bien entendu, c'est la fonction alcool, qui lui-même sera lié à, un seul substituant différent de H, c'est-à-dire par exemple un carbone, et puis ici j'aurai 2 H. Donc ça c'est l'alcool primaire, celui qui est présenté ici. Okay, donc ça c'est faux. On nous dit qu'il est chiral. La chiralité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux faire l'image de cette molécule-là à travers un plan, et ces deux molécules seront non superposables. Donc ici, c'est juste. Pourquoi? Parce qu'on a affaire ici à ce carbone central, là, qui est un carbone stéréogène. Le carbone stéréogène, c'est le carbone lié à 4 substituants différents. Et là, c'est bien le cas. Hein. Ce carbone, il est lié à un oxygène. Il est lié à ce carbone ici dans le cycle aromatique, il est lié à un carbone d'alcène et il est lié à un CH3. Donc j'ai bien ici 4 substituants différents autour du carbone, c'est un carbone stéréogène, ce qu'on appelle également un carbone asymétrique. Et si j'en ai un seul, j'ai affaire à un composé qui est chiral. Donc cette molécule elle est chirale, ça c'est juste. Okay, et il nous reste une dernière information, c'est celle qui est là. Le substituant R ici, enfin le substituant, la configuration du carbone asymétrique stéréogène, on nous dit qu'elle est configuration R. Donc là, on va voir si c'est juste ou pas. Donc, on va regarder. Donc pour faire ça, tu te souviens, ce sont les règles de Kahn, Ingold et Prelog. On va classer les différents substituants autour du carbone et puis on va voir sur lequel on tombe. Donc la première étape, c'est de classer les substituants. Donc je les redessine rapidement. Notre carbone stéréogène en plein milieu, on a l'oxygène en haut, on a ici le CH3, donc je fais la correction rapidement, tu retourneras voir un peu les vidéos précédentes. Ici je mets l'alcène, et puis ici on a le cycle aromatique. Donc si on classe les substituants, c'est le numéro atomique hein, qui va l'emporter, donc on a numéro 1 pour l'oxygène, et ensuite on n'a que des carbones, mais on va regarder le nombre de liaisons qu'ils font avec des carbones voisins. Ce carbone-là, il ne fait aucune liaison avec tes carbones voisins. Donc lui, il va être numéro 4. Ce carbone-là, il fait 2 liaisons avec un carbone voisin, c'est la liaison double. Il devient numéro 3. Et ce carbone-là, il fait 3 liaisons avec des carbones voisins. Une ici et de là. Donc lui va être prioritaire sur les deux là. On a donc ici affaire au substituant numéro 2. Et ensuite, on va classer ces substituants-là. Et dans les règles de Kahn, Ingold, Prelog, on nous dit qu'il faut tourner dans le sens, enfin faire le sens de lecture 1, 2, 3, tout en ayant le substituant le plus petit, c'est-à-dire le numéro 4, qui est à l'arrière du plan. Ici, ça tombe bien, on a dit que le substituant numéro 4, il était à l'arrière du plan. Donc je fais le sens de lecture direct 1, 2, 3, donc de 1 vers 2 vers 3. Je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. J'ai donc une configuration S pour ce carbone stéréogène ici au centre. Donc la configuration identifiée R ici, elle est fausse. Okay, donc sens inverse des aiguilles d'une montre, configuration S, et sens direct, dans le sens des aiguilles d'une montre, pardon, dans le sens horaire, j'aurai une configuration R. Donc voilà pour ce petit énoncé. Donc là, ça fait une diapo très chargée avec toutes les informations qu'on a mis dessus. Donc si normalement tu as trouvé la plupart de ces erreurs-là et que tu as réussi à proposer une correction, tu es prêt sans problème pour faire la suite du cours. Et si jamais tu n'as pas tout trouvé, il faut s'entraîner, revoir les vidéos, il faut pas lâcher l'affaire. Il faut toujours s'entraîner, hein, ça ne vient pas comme ça. Donc il faut continuer à travailler et après ça viendra un petit peu plus automatiquement. Donc voilà, je te remercie, n'hésite pas, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire et puis je te proposerai une réponse de toute façon. Donc je te remercie et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.